En 1994, le Rwanda, petit pays d'Afrique centrale, est plongé dans la période la plus sombre de son histoire. Pendant les 100 jours du génocide, près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés ont été massacrés. Et après cela, comment rendre justice? De manière multiple. Au Rwanda, via l'organisation de procès par les juridictions nationales ou les juridictions Gacaca. À Arusha, par le tribunal pénal international pour le Rwanda. En Belgique et dans d'autres pays occidentaux, à travers des procès sur base des lois de compétence universelle. RCN Justice et Démocratie, une ONG belge créée après le génocide et qui œuvre pour la restauration de l'état de droit dans les pays post-conflit ou en voie de développement, a interviewé 3 magistrats ayant contribué à cette justice. Une œuvre humaine avant tout, parce que si c'est là, c'est ici. C'est une justice compliquée. C'est une justice compliquée dans la mesure où le nombre d'auteurs est aussi vertigineux. Il fut une époque où je disais, si on devait faire la justice du génocide, on mettrait tous les Hutus en prison parce que celui qui n'a pas tué, n'a pas protégé. Il m'est arrivé de penser ça. Mais ce n'est pas ça la justice. Si une personne a commis un crime dans le cadre du génocide, il est clair pour moi que cela doit appeler une réponse judiciaire. En veillant bien sûr à apporter une certaine gradation quant au niveau de responsabilité des uns et des autres, mais il est clair qu'une réponse judiciaire doit être donc apportée, quel que soit l'endroit où l'auteur des faits a trouvé refuge. Les observateurs, surtout internationaux, les juristes internationaux se disaient on ne peut pas juger autant de monde. Donc, il faut chercher une autre solution. Il y en a même qui ont parlé d'amnistie. Et ça, je suis content que les autorités rwandaises ont refusé cette option. Parce que l'avènement du génocide, on est arrivé à ce génocide parce que le pays a été caractérisé par des dizaines d'années d'impunité. Depuis 1959, les régimes qui sont succédés, dominés par les Hutus, ont toujours tué les Tutsis. Chaque fois que ce régime était menacé, il fallait tuer les Tutsis. Il fallait un bouc émissaire. Donc, des dizaines d'années d'impunité qui ont conduit à un génocide. Moi, je dis, la justice, elle a l'avantage, c'est qu'elle donne la parole à tout le monde sans préjugés. Et donc, elle va donner la parole aux victimes, bien entendu, aux témoins, et on pourra peut-être évoquer leur position chacun dans le procès qui est vraiment difficile, mais aussi on donne la parole à ceux qui sont accusés et de nouveau sans préjugés. Dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, il y a l'armée qui participe au massacre. Il y a la gendarmerie qui participe au massacre. Des magistrats, dont des procureurs de la République, qui sont sur les barrages, qui trient les gens sur base de carte d'identité. T'as les paysans Hutus qui massacrent le voisin Tutsi. Toute la société participe à ce crime. Et j'ai pas peur aussi de le dire, c'est qu'à un certain moment, il y a eu une solidarité, je dirais, négative au sein des Hutus. Très peu de Hutus ont eu le courage de dénoncer les Hutus qui ont participé au génocide. La responsabilité pénale, on le répète, est toujours individuelle. Même dans un cas de génocide, les Hutus qui ont commis le génocide n'ont pas commis au nom de tous les Hutus. Ils l'ont commis. Eux, ils sont individuellement responsables. Il y a 25 ou 30 ans, est-ce que l'on aurait imaginé qu'il y aurait eu autant de juridictions pénales internationales qui allaient être mises sur pied? Est-ce que l'on imaginait que dans nos différents États européens, il y allait y avoir autant de procès qui allaient se tenir pour des crimes de ce type, que ce soit en Belgique, donc il y a eu un certain nombre de procès, récemment en France, en Allemagne donc également, au Canada. Donc vous avez un mouvement, je pense, qui est lancé, reste à demeurer vigilant pour qu'il en soit toujours ainsi, parce que c'est vrai que sur le plan
de considérations politico-diplomatiques, il existe encore un certain nombre de considérations qui considèrent que la justice aurait mieux à faire qu'à s'occuper de crimes qui se sont commis à des milliers de kilomètres donc d'ici. Alors, à l'époque, il est vrai que la Belgique donc, avait une loi très large, uniquement pour les crimes les plus graves, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui était ce qu'on a appelé la loi de compétence universelle. Ça veut dire que le juge, à partir du moment où il s'agissait de ces crimes-là, était compétent. C'est-à-dire qu'évidemment que c'est plus difficile de juger des faits qui sont à 6000 km. S'il y a un juge indépendant et impartial, moi j'ai ma priorité pour le juge national du pays où ça s'est passé, c'est lui qui est le mieux placé. Mais souvent, il n'est pas dans les conditions. En tout cas, à ce moment-là, souvent il faut du temps. Quand un pays s'est déchiré, il faut savoir que quand deux communautés se sont déchirées, regardez l'ex-Yougoslavie, regardez le Rwanda, dans les mois qui ont suivi, c'était un pays où les deux communautés se sont déchirées au point de s'entretuer. C'est pas une opposition politique, c'est vraiment un déchirement. Je pense que rendre justice, très vite, un juge risque d'être catalogué dans un côté ou d'un autre. Et donc, que ça peut être très difficile de juger. En fait, pourquoi on a ouvert les dossiers? C'est à la demande des victimes. C'est à la demande du Rwanda qu'on l'a fait. Et surtout des victimes rwandaises. Donc, là, j'ai envie de dire, c'est pas nous qui avons... Je peux vous dire, si ça ne tenait qu'aux Belges, on n'aurait pas eu de procès. Hein. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que des Rwandais, côté victimes, ont croisé des personnes dont ils disaient, moi je sais qu'il a tué toute ma famille. Et sans tomber dans la globalisation, il y a aussi des victimes quand même extrémistes. J'ai dénoncé des arrestations arbitraires, j'ai dénoncé des dénonciations calomnieuses, ou des gens qui voulaient régler des comptes personnels. Tous les Hutus n'ont pas participé au génocide. Les rescapés Tutsis qui sont aujourd'hui au Rwanda ont été sauvés par des Hutus. Même si l'intention du pouvoir était d'amener le plus grand nombre de Hutus dans les massacres, dans le génocide, de les impliquer, il y a quand même des Hutus qui ont eu le courage de ne pas participer, et d'autres qui ont encore des justes qui ont eu le courage de protéger, de cacher, de défendre. Les mécanismes sont toujours les mêmes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que les techniques d'extermination en 1940 en Allemagne, même si au Rwanda il n'y a pas eu de chambres à gaz, la même rhétorique, la théorie de l'exclusion de l'autre, parce qu'on prétend qu'on est différent, sont les mêmes mécanismes. Parce que malheureusement, c'est aussi... Alors, l'homme, dans ce qu'il a de pire ou dans ce qu'il a de mieux, est universel. Maintenant, à défaut, évidemment, pour nous, l'alternative, c'était l'impunité. Alors, entre dire plutôt un juge qui exerce sa compétence universelle ou ne rien faire, là, j'opte quand même pour plutôt faire quelque chose, parce que je crois que pas tellement la condamnation, mais le procès lui-même a une vertu. Ça, j'y crois, oui. S'il s'agit d'auteurs qui ont eu la possibilité, et bien souvent, il faut le dire, liée aux ressources financières dont ils disposaient, de pouvoir fuir le pays et de se retrouver dans un pays tiers, quel qu'il soit, sur quel continent qu'il soit, je pense que cette fuite ne peut pas constituer une garantie quant à l'impunité, d'où toute l'importance de voir les différents États se doter d'instruments à la fois judiciaires, à la fois d'enquête, de moyens d'enquête suffisants pour pouvoir enquêter sur ce type de crime et donc de lutter contre ce qu'on appelle l'impunité. Il faut un autre mécanisme pour juger les auteurs du génocide, parce que le nombre est important et qu'avec les juridictions classiques, on ne va pas y arriver et qu'on ne peut pas penser à amnistie dans une situation de génocide. Après, donc, l'État rwandais est arrivé au judice Gacaca. Bon, bien sûr, aujourd'hui, les détracteurs de Gacaca disent « mais tous ces gens-là qui ont été jugés par les judices Gacaca sont en liberté, sont sur les collines. » D'accord, ils sont sur les collines, mais ils ont été jugés, ils ont été reconnus coupables de génocide. Donc, ce n'est pas des innocents. Le voisin, c'est un génocidaire.
même s'il est là, même si on partage la bière. C'est un génocidaire. Il faut des lieux où, quelque part, on peut dire, mais confronter aussi ces réalités, parce que chacun vient avec sa réalité, et je crois que la justice, le procès, est un de ces lieux. Je n'ai pas dit que c'était le seul. Ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut continuer à en parler de la justice, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ils voient l'avenir, et c'est bien. Mais on ne peut pas se projeter dans l'avenir avec assurance si cette œuvre de justice, la justice du génocide, n'est pas maintenue. Il faut toujours rappeler aux jeunes générations qu'il y a eu un génocide et que les auteurs ont été sanctionnés et jugés. Ces enfants ne sont pas héritiers de ça, de cette histoire de leurs parents. Et ça, il n'y a que les procès, les jugements qui ont été prononcés, qui peuvent rappeler à ces enfants que c'est l'histoire de leurs parents, que ce n'est pas leur histoire, ce n'est pas leur héritage. Ils ne doivent pas hériter de ça. Vous savez, quand on a fait le premier procès cour d'assises, je me rappelle toujours les titres des journaux, 4 génocidaires devant la cour d'assises de Bruxelles. Bravo d'abord pour la présomption d'innocence. Mais je me suis dit, si on les catalogue comme des monstres, comme des bouchers, comme des génocidaires, ils vont tous être acquittés. Parce que moi, je savais que ce n'étaient pas des monstres, pas des bouchers, c'était des gens comme vous et comme moi. Et donc, on a vraiment cette interrogation de se retrouver face à des gens semblables, mais qui, en même temps, on est confronté à une réalité qui dépasse l'entendement. Alors, moi, on m'avait dit au départ, de toute façon, les Rwandais, c'est compliqué. Alors, on m'a dit qu'il y avait la culture du mensonge. Ça m'étonne toujours de dire a priori, pourquoi est-ce que les témoins mentiraient systématiquement. On m'a dit, c'est une société très complexe et tout ça. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et puis j'ai dit, mais je suis prêt à vous écouter tous. Et j'ai écouté tout le monde. Et donc, c'est ça, une enquête. C'est très concrètement confronter, entendre. Moi, je pense beaucoup d'importance aux témoins qui pourraient être à décharge. Parce que le témoin à décharge, ça peut être le grain de sable qui fait qu'on doute. Et qu'à ce moment-là, qui mène à l'acquittement. Je me suis rendu au Rwanda dans le cadre d'exécutions de commissions rogatoires internationales environ, je dirais, une dizaine de fois. J'ai eu l'avantage de ne pas être, si j'ose dire, dans les pionniers, puisque c'est le juge d'instruction Damien van der Merch, au début, qui a été pour la première fois en 1995. Moi, j'y étais 4-5 ans plus tard. Et donc, j'ai pu, quelque part, bénéficier aussi de leur expérience, de leur encadrement. Et sur place, il n'y a rien à faire. Il faut aller sur place pour comprendre. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que ces crimes étaient tellement de masse, avaient été tellement répandus partout, que je veux dire, les témoins, j'en manquais pas. Hein. Ne fût-ce que d'ailleurs, les personnes qui massacraient sont témoins pour l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi tout Rwandais n'a pas participé au génocide. Il y en a beaucoup qui étaient là, qui n'étaient pas menacés parce qu'ils étaient Hutus, mais qui n'ont pas participé pour autant. Ce sont des témoins. Une des caractéristiques de ce type de dossier, c'est que les personnes qui sont auteurs de ces crimes particulièrement donc abjects sont des gens avec un profil tout à fait ordinaire, pour la plupart d'entre eux. Et tout d'un coup, ils ont basculé donc dans l'horreur alors qu'ils n'avaient absolument pas le profil de ce type de criminel ou de n'importe quel criminel. C'est tout l'effet de masse auquel on a été confronté, tout l'effet de la propagande, de la communication, des médias. Donc au niveau du génocide rwandais, Dieu sait le rôle important qu'a joué la radio-télévision libre d'Émile Colline, qui a véritablement fait en sorte que certains basculent. Et donc c'est vrai que, eu égard au contexte, et c'est ça un peu que ma réflexion, c'est que je parle de logique collective, il y a un contexte qui rend des choix très difficiles. Et que là, il y en a certains qui font le choix, on a parlé de la collaboration dans la guerre 40-45, c'est quelque chose de très réel, c'est qu'on choisit des fois le camp des tueurs. C'est ce qu'Hannah Arendt a parlé, le choix du moindre mal. C'est qu'on choisit en disant, je vais rester
pour quand même essayer de contrecarrer de l'intérieur, pour essayer de limiter les exactions. Donc, il y en a certains qui l'ont fait pour limiter le génocide. Hannah Arendt dit, mais le problème des gens qui choisissent le moindre mal, c'est qu'ils oublient très rapidement qu'ils ont choisi le mal. Et ça, je crois que c'est une réalité. On ne compose pas, on ne collabore pas avec le mal, sinon on est vite conduit à, malgré soi, à commettre le mal. J'ai envie de dire que le crime de génocide, c'est quoi? C'est un crime de racisme ou de xénophobie qui est poussé à son paroxysme, qui a amené un nombre exponentiel de personnes à rejeter l'autre, à tuer l'autre, simplement parce qu'il était différent de moi. Et donc, pour me répéter, toute l'importance d'apporter une réaction judiciaire adéquate lorsque l'on se trouve confronté donc, à ce type de comportement. Si je veux pouvoir regarder les victimes droit dans les yeux, je ne dois pas me tromper d'accusé. Donc, pour moi, il n'y a qu'un critère, c'est l'épreuve. Et donc, le seul engagement, c'est toujours le seul engagement que j'ai promis aux victimes. J'ai jamais promis que j'allais faire condamner qui que ce soit. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout en termes de la recherche des preuves. Et donc, l'engagement que j'ai envers les victimes est le même engagement que j'ai envers les accusés. Je dirais, envers les accusés, j'ai dit, il y a une chose que vous pouvez compter sur moi, c'est que je vais instruire à charge et à décharge jusqu'au bout. Si vous voulez bien instruire pour les victimes, instruisez surtout à décharge. Sinon, vous allez vous faire massacrer lors du procès. Et juger, ce n'était pas notre problème. Nous, c'était d'aller à fond dans les enquêtes. Je dirais aussi, et c'est peut-être un peu plus paradoxal, que je pense qu'il faut faire preuve aussi de beaucoup de modestie. Beaucoup de modestie parce qu'on ne peut s'empêcher de se poser malgré tout la question de savoir si moi, je m'étais trouvé dans cette situation-là, dans le pays X, comment est-ce que je me serais comporté? Est-ce que j'aurais suivi la masse qui commettait les crimes? Ou bien est-ce que je me serais trouvé du côté plutôt de ce que j'appellerais les héros, voire certains qui ont accepté de sacrifier leur vie? Je laisse la question avec un point d'interrogation et je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse. J'espère que je me serais trouvé du bon côté, mais je n'en ai pas l'assurance. Donc, beaucoup de modestie par rapport à cela également. Ces massacres étaient en quelque sorte un message du pouvoir, donc du régime de Habyarimana, donné à l'opposition et aux Tutsis, et de dire si vous continuez comme ça à se tenir au Front patriotique rwandais, vous allez recevoir une reçue. Donc, c'était pour moi un test. Je remarque que dans l'appareil administratif et même judiciaire, protéger les assassins. Et c'est comme ça que j'ai procédé moi-même. J'ai supervisé les arrestations sur les collines avec 2 gendarmes. Donc je donnais des ordres, malgré l'absence de soutien du procureur général et même du ministre de la Justice de l'époque. Et je précise que le ministre de la Justice à l'époque a été condamné au tribunal pénal international d'Arusha. Il y a eu un groupe de 22 prisonniers qui sont morts dans un cachot de la gendarmerie, asphyxiés, en la présence des soldats qui regardaient. Et ces soldats étaient en train d'écouter de la musique. Donc quand on m'a téléphoné pour me dire qu'il y a des prisonniers qui agonisaient, donc je suis allé et j'ai trouvé des soldats qui dansaient alors que les gens agonisaient. J'ai dénoncé ça sur les antennes de la radio nationale en disant que le sang qui avait été versé était tellement immense qu'on ne pouvait pas tolérer encore des scènes comme ça. Et suite à cela, donc, j'ai reçu des menaces et j'ai décidé de quitter le pays. J'ai jamais senti de la haine en moi vis-à-vis d'un génocidaire. Il reste des hommes, des femmes, comme nous tous, à part peut-être les cerveaux, les élites, la plupart des exécutants. Ouais, ce sont des bourreaux, ce sont des assassins, mais bon, ils sont aussi des victimes d'un pouvoir qui les a entraînés dans le génocide, qui les a manipulés
pendant des années, parce que nous avons tendance à dire, oui, un génocidaire, c'est un animal, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humanité. Non, ce sont des hommes, ce sont des femmes, comme nous, qui ont devenu des assassins, mais ce n'est pas des fous. Les crimes qu'ils ont commis sont abominables, inacceptables, mais cela n'empêche qu'ils soient humains comme nous. Et quelque part, ces dossiers présentent le paradoxe de vous confronter à ce que j'appellerais le pire et le meilleur de l'être humain. Parce que vous avez bien sûr le pire avec ces auteurs de crimes qui ont commis des crimes on ne peut plus abominables donc, et abjects, mais en même temps, dans le type d'enquête que vous menez, vous vous rendez compte qu'il y a eu des personnes qui, au contraire, ont donné le sacrifice de leur vie parfois pour aider des personnes qui étaient la cible des génocidaires et qui ont sacrifié vraiment donc leur vie et que donc quelque part ça vous réconcilie un peu avec la nature humaine. Enfin, moi je dis quelque part c'était un voyage dans l'inhumain, soyons quand même clairs, mais où à travers ce travail d'enquête, mais surtout ce processus judiciaire, où quelque part on a pu remettre des mots sur tout ça, et finalement de voir que ce n'était pas des monstres de tout ça, mais qu'il y avait une certaine dimension d'humanité qui revenait. J'ai des collègues qui m'ont dit que pour se protéger contre l'horreur des histoires du génocide, comme contre les Tutsis, ils essayaient de ne pas s'impliquer trop, de ne pas émotionnellement s'intéresser à ces dossiers. Pour traiter ce type de dossier, je dirais qu'un magistrat doit certainement faire preuve de patience et de persévérance, parce que ce sont des dossiers qui ne se terminent pas donc en une année, mais c'est en plusieurs années d'enquête que l'on doit les compter. Il faut faire preuve certainement d'une curiosité intellectuelle qui dépasse ce que j'appellerais le champ classique lorsque l'on travaille dans des dossiers judiciaires, donc ici en Belgique. Et c'est certainement aussi des dossiers pour lesquels on doit faire preuve d'énormément donc d'empathie. Si vous n'avez pas un minimum d'empathie pour les victimes, vous ne réussirez jamais vos dossiers. C'est comme le magistrat avait pour mission de remettre les choses en état, dans la situation idéale dans laquelle les choses se trouvaient. Et vous ne pouvez pas y arriver en état neutre. Sa mission va au-delà d'appliquer la loi, parce que sa décision doit réparer le préjudice que la victime a subi, mais qu'aussi la société a subi. Par contre, autre chose, la peur de se tromper, la peur de faire fausse route. Quand vous écoutez tous les points de vue, et il y en a qui vous disent quand même, mais vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes pour qui vous vous prenez. Bon, j'ai eu ça avec la compétence universelle aussi, en disant vous prenez pour les gendarmes du monde. Je me rappellerai toujours un des attendus d'un arrêt de la Cour internationale. Mais pour qui se prend ce juge européen de penser qu'il pourrait juger comme ça ? Ben oui, ça ne me laisse pas du tout indifférent. Je le reconnais, et ça m'a touché, et ça m'a fait des fois changer aussi de... Voilà, donc effectivement, alors quand quelqu'un... je ne vous cache pas que quand on était au Rwanda, on avait l'impression que tout était clair, et quand on entendait la défense ici qui soulevait plein de questions, tout redevenait compliqué. Donc c'était complexe, effectivement, mais ça, cette complexité, il faut l'assumer, je pense. Et je pense le pire que les personnes pouvaient redouter, c'est que je ne me pose plus de questions. Difficulté aussi, tout simplement parce que c'est travailler sur des crimes qui sont donc les plus innommables et que nous sommes magistrats et enquêteurs, tout simplement donc des êtres humains, qu'il n'est pas toujours facile de devoir vivre donc au quotidien et d'être plongé au quotidien dans ces horreurs lorsque l'on se rend là-bas sur place au Rwanda. Le monde de la justice est très dépourvu par rapport à cela. De support psychologique ou autre, vous n'en avez pas. D'autres corps de l'État, par contre, en bénéficient de façon institutionnalisée. Si je pense à la police, si je pense donc à l'armée, ils ont des structures professionnelles qui existent et auxquelles les militaires ou les enquêteurs peuvent faire appel s'ils le souhaitent, s'ils ont été
confrontés à des situations traumatisantes. Sur le plan donc, de la justice, ce type de service donc, n'existe pas. Pour moi, le Rwanda, c'est tous les jours encore. C'est quelque chose qui, pour moi, fait partie maintenant de ma compréhension, de mon questionnement par rapport à l'humain et l'inhumain, mais je veux dire qui fait partie de mon quotidien. Ça m'a appris d'apprécier chaque jour, de reconnaître chez chacun ce qui est positif et surtout de me rendre compte combien je suis privilégié. Je suis privilégié. Il y a ceux qui ont perdu la vie. Je n'étais pas plus intelligent, je n'étais pas plus généreux. La vie, ça, c'est un cadeau que j'ai reçu. Je dois accepter ça comme un cadeau et accepter que j'ai la chance et que j'ai toujours la chance.